Si tu fais de la création de contenu et que tu as déjà délégué cette partie, je suis prêt à parier que ton éditeur t'a déjà vendu du rêve pour te donner un résultat médiocre. Ou pire, qu'il te délivre le montage une semaine après la deadline. Et là, tu te dis, c'est pas grave, c'est pas ma faute, c'est qu'il est mauvais, qu'il n'est pas expérimenté. Mais tu as faux. Et je vais te montrer comment, au sein d'Alchemy, on fait en sorte que même des monteurs avec 0 XP arrivent à avoir la qualité des monteurs, par exemple d'Iman Gadzhi ou Louiski. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras enfin respirer et déléguer ta création de contenu à des vrais experts. Donc, le vrai problème du recrutement d'éditeurs. Les limites du portfolio. Déjà, quand vous allez recruter un éditeur, ce que vous allez regarder en premier, c'est forcément son portfolio. Donc, déjà, un portfolio ne montre jamais la vitesse d'exécution d'un éditeur. Ça veut dire que peu importe ce que vous voulez faire, il faut absolument le tester parce qu'en réalité, un éditeur, il peut jamais respecter les deadlines. Ça peut être catastrophique, surtout avec certaines nationalités. Donc, il faut faire forcément attention. La communication aussi, c'est un des piliers qu'on peut jamais voir avec juste le portfolio. Forcément, il faut voir sur le long terme comment c'est en communication, que ce soit en appel ou juste par message, est-ce que déjà il répond rapidement ou pas, et met bien en place ce que vous voulez mettre en place. Et ensuite, la discipline, forcément, ça on voit aussi sur le long terme. Mais déjà, rien qu'au test, ces trois piliers-là, la communication, la discipline et la vitesse, on peut les voir. C'est simple, ça m'est déjà arrivé de recruter des éditeurs. Ils ont la vitesse, mais par contre, niveau communication, c'est 0. Et niveau discipline non plus. Donc vraiment, le but, c'est que les trois piliers-là, ils soient dans votre recrutement. Ensuite, la pyramide de la performance. C'est assez simple. Quelqu'un, quand vous allez regarder un portfolio, la première chose que vous allez voir, comme j'ai dit, c'est de voir les vidéos. Donc vous allez voir le talent de la personne. Mis à part si le portfolio, c'est du bullshit, et dans ces cas-là, vous allez le voir avec le test. Mais la personne, vous allez la prendre parce qu'elle a du talent. Donc ensuite, vous mettez une structure en place avec elle. Une fois que vous avez passé le test, forcément qu'elle rentre dans votre entreprise, que vous l'onboardez, vous allez mettre une structure. Et en fait, c'est ça, le talent plus la structure, qui font que, en gros, vous allez aller chercher les performances que vous voulez, tout simplement. Ensuite, la différence entre un éditeur sans direction et un éditeur avec direction. Donc en gros, l'édition sans direction est comme un musicien sans partition. Donc il faut savoir que il peut être excellent techniquement, si vous n'avez pas de structure, si vous ne lui donnez pas une direction vers où aller, vous êtes mal organisé, tout ça, en fait, votre éditeur, son talent, il va être gâché. Ça ne sert à rien. Par contre, l'inverse, ça fonctionne déjà un peu mieux, même si le gars, il a un niveau moyen, mais que vous avez une très bonne structure, que vous lui expliquez tout ça, ça fonctionne mieux. Mais forcément, le mieux, c'est que les deux corrèlent ensemble, tout simplement. Donc, les erreurs classiques du recrutement qu'on fait tous, même moi, au début, j'ai commencé par faire ça, c'est blâmer, accuser le nouvel employé, accuser l'éditeur. Que forcément, c'est lui le fautif. S'il y a quelque chose qui passe mal, c'est lui le fautif. En réalité, il ne faut pas que voir ça, il ne faut pas que voir la partie prestataire, il faut aussi voir notre partie à nous et savoir se remettre en question. Parce que un éditeur, il faut savoir que si tu le déposes comme ça dans ta boîte, il va être totalement perdu. Donc forcément, au début, il faut l'avoir en appel, il faut lui montrer les documents, il faut lui montrer la structure de la boîte, où est-ce qu'il va chercher, où est-ce qu'il peut déposer, quel b-roll prendre, les scripts, etc. Forcément, ça, c'est super simple d'accuser quelqu'un, mais derrière, il faut aussi savoir se remettre en question. Est-ce que c'est pas de notre faute? Ensuite, les briefs flous. Ça, c'est pareil, le manque de clarté dans les instructions, parce que vous pouvez donner autant d'instructions que vous voulez, mais même si vous n'arrivez pas à comprendre cela, ou alors vous travaillez avec des nationalités, il faut savoir que parfois, les nationalités, il y en a certains, c'est plus compliqué de comprendre le français, même s'ils sont francophones ou autre, donc il faut vraiment leur expliquer 1, 2, 3 fois, limite faire des SOP ultra simplifiés. Il faut savoir que c'est comme, on se dit, tu te dis, je parle à un enfant de 3 ans, 6 ans, qui comprenne exactement. Comme ça, tu es sûr que tout le monde, peu importe qui tu testes, comprend forcément ton brief, parce qu'un brief flou, tout simplement, des fois, il y en a qui osent pas dire comme quoi ils comprennent pas, mais en fait, ça peut juste casser la dynamique et tout simplement pas avoir les performances souhaitées avec ton éditeur. Ensuite, des attentes irréalistes. Espérer une compréhension instantanée. Pareil, faut arrêter d'espérer que ton éditeur te fasse des miracles en une semaine. Forcément, au début, si c'est quelqu'un de très bon, talentueux, ça va directement bien se passer, mais pour avoir des résultats, de l'attente sur résultat, ça va être au bout de 2 semaines, 1 mois, etc. Quelqu'un qui rentre dans une entreprise, il y a quand même un temps d'adaptation, tout simplement, et tu peux pas espérer d'avoir les résultats que tu as le jour 1 avec les résultats que tu vas avoir 2 mois après. Donc forcément, avoir des attentes irréalistes dès le début, c'est pas du tout cohérent. Ensuite, nous passons à la seconde partie, ce qu'il faut préparer avant son arrivée. Donc la clarté créative mène à la productivité. Tout simplement,
pour avoir une productivité créative, il faut une structure claire, des objectifs définis. Moi, mes équipes, quand elles rentrent dans mon entreprise, dans Alchemy, elles ont des SOP, elles ont un appel avec moi, je suis là pour répondre à leurs questions. Dans les SOP, elles ont des instructions écrites, des screens, des liens, des looms. Et en fait, un éditeur, bah, vous lui mettez un lien Airtable ou déposé, un drive avec les b-rolls, instructions, les scripts, etc. Et en fait, bah, directement, il va se sentir à l'aise et il va pouvoir directement travailler. Il ne va pas perdre de temps sur l'organisation. Parce qu'en réalité, trouver déjà que ça peut leur prendre un certain temps de produire les réels, etc. Si en plus de ça, il doit trouver de l'ordre, il doit trouver les b-rolls qu'il faut, les scripts qu'il faut pour telle vidéo, tout ça, forcément, il faut qu'il y ait un minimum de structure. Parce qu'une créativité chaotique, ça manque de structure et de direction, tout simplement. Donc l'attente avec la clarté créative. Donc c'est ce que je disais, pour une bonne organisation. Déjà, il faut un accès au drive. Donnez vos accès au drive, mettez-les en mode éditeur, comme ça ils ont tout accès, ils n'ont pas besoin de demander aux accès. Assurez-vous que genre c'est le plus simple possible, que ce soit sur Google Drive, un Notion, Airtable, vraiment le plus simple possible. Des templates, vous pouvez pour les éditeurs donner des packs de sous-titres, si vous voulez, que vos b-rolls soient prêts, que les scripts soient prêts, surtout si vous travaillez avec des personnes autres que françaises. Avoir les scripts, c'est super important parce que sinon vous allez devoir passer derrière sur chaque faute d'orthographe, sur chaque mot, et ça va être horrible. Des presets, donc c'est ce que je disais, des packs de sous-titres. Des process de validation, donc en gros, moi avec mon éditeur aujourd'hui par exemple, je dépose, on a différentes manières de procéder, je peux vous montrer tout simplement. C'est simple, c'est lui qui a mis ça en place, mais en gros, on a le titre de la vidéo, on a 30 vidéos dans le mois à faire. Vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, on a les différents statuts. Les statuts, c'est simple, en gros, moi, soit je dois tourner la vidéo, soit elle est tournée, soit elle est en edit, soit elle est éditée, soit elle a besoin d'être changée, soit elle a besoin d'être complètement changée, soit j'ai ajouté des infos dessus, soit le lien il est broke. En gros, il y a différents statuts et ça permet nous tous de suivre. Donc, par exemple, elle a été éditée. Ensuite, moi, je donne juste le lien du recording. Les scripts que je mets tous sur même Google Doc, juste je mets le numéro de la vidéo, 10, 9, 8, et la finale vidéo, donc c'est lui qui me les dépose, et en gros, moi, il m'envoie un message, il me dit, Nathan, c'est déposé sur le Airtable, et si j'ai besoin de faire un feedback, je fais tout simplement ça, mettre le logo green logo, ajouter deux photos à la vidéo, changer le hook, etc. Et en gros, là, on peut voir les différentes. Et en fait, c'est une organisation toute simple, mais ça va direct beaucoup plus vite plutôt que de tout envoyer dans un groupe WhatsApp qui peut être vite chaotique, tout simplement. Et une deadline claire, par exemple, moi, mon éditeur, il sait très bien que c'est une vidéo par jour, donc il m'envoie la vidéo, là, il est 17h54, il va me l'envoyer pour que je la poste le soir vers 19-20h, tout simplement, avoir une deadline claire. Et surtout avoir de l'avance. Ce qu'ils aiment bien, les éditeurs vidéo, c'est éviter de donner des rushs le jour même, comme ça, ils peuvent se prendre de l'avance sur vous, parce que souvent, ils ont d'autres projets que vous. Et donc, comme ça, vous avez vos vidéos en avance et vous pouvez leur donner des feedbacks. Et donc, vous êtes serein et vous savez que les vidéos, elles sont forcément bonnes quand vous allez poster les prochains jours. Voilà. Ensuite, clarifier les exigences de la vidéo. C'est simple, quand vous avez un éditeur, vous devez lui montrer des exemples que vous voulez. D'autres infopreneurs, des vidéos que vous avez déjà fait dans le passé. Donc, le style attendu, définir le style visuel et le ton de la vidéo. Est-ce que c'est une vidéo qui va parler à ta cible? Est-ce que c'est une vidéo qui va parler top of funnel que toutes les personnes sur Instagram vont pouvoir être intéressées? Des références précises, donc si vous voulez ajouter certains b-rolls, des b-rolls business, des b-rolls de vous ou autres. Le niveau d'intensité, est-ce que vous voulez que ce soit une vidéo à haut roll où on découpe plein de b-rolls, de la musique forte, ou alors que ce soit plus une vidéo posée, full value, full facecam? Et les objectifs derrière, est-ce que c'est pour ramener du trafic, ramener des nouveaux abonnés ou faire des leads qualifiés pour votre business? Voilà en gros l'importance d'un plan, ce qu'il faut faire avant l'arrivée d'un éditeur, et faites-le une bonne fois pour tous, tout simplement, et ensuite vous allez pouvoir le faire pour tous vos éditeurs parce que forcément vous allez en tester plusieurs avant de trouver le bon. Et donc voilà, une fois que votre éditeur il rentre, une fois qu'il a validé le test, que le test est bon, que vous êtes mis d'accord sur un prix avec lui, il y a l'onboarding. C'est l'une des phases les plus importantes, mais pourtant qui est négligée. Toujours être auprès de son éditeur, ça prend pas un temps non plus énormissime, sachant que c'est un éditeur. Après, ça dépend si c'est votre service de vendre des shorts, etc. Là, oui, il faut être derrière lui absolument. Mais il y a différentes étapes dans l'onboarding. Déjà, formation de l'engagement initial. Donc ça, c'est les premiers jours, les premières interactions. Donc, vous allez l'avoir avec lui, vous allez lui présenter les différentes choses, comme je vous ai dit, les plans, la structure, votre SOP. Donc ensuite, la formation de la perception, donc vous allez juger son travail, comment il arrive à s'adapter. Si vous avez donné la bonne structure et logiquement qu'il a le talent, il n'y a aucun souci sur les 7 premiers jours de votre collaboration.
sur l'influence sur l'engagement, les perceptions façonnent l'engagement futur. Est-ce que la personne a envie de rester avec vous dans le futur? Moi, je le vois clairement que si quelqu'un a envie de travailler avec moi ou pas. Déjà, il te répond rapidement. Dès que tu le payes, il est super content, il a envie de continuer, il te demande quand est-ce que la prochaine vidéo. Il te relance si tu as des projets. Et en fait, tu vois l'engagement qu'il veut mettre avec toi. Et c'est toujours plus plaisant de travailler avec quelqu'un qui a envie de bosser avec toi, avec ton entreprise, plutôt que quelqu'un qui essaye d'esquiver le travail avec toi. Et donc voilà, et donc un engagement durable, et ça c'est le plus important, c'est ce qu'on cherche tous. L'humain c'est très compliqué. Moi j'ai mon agence de recrutement et je sais que c'est une énorme douleur pour la plupart des personnes et c'est pour ça qu'ils passent par moi pour déléguer leur recrutement. Parce que le problème c'est de trouver la bonne personne, le bon humain, et l'humain est très aléatoire. Et donc forcément c'est super important de suivre toutes ces étapes que je suis en train de vous expliquer pour ça, tout simplement. Ensuite, établir la vision des standards. Donc la vision de la marque, votre vision par exemple chez Alchimie, moi je veux quelque chose qui, en fait le professionnel, qui est simple mais aussi qui est très humain, vu que ma boîte, je fais de la mise en relation, j'ai quand même envie de garder ce côté humain, donc où je parle facecam, etc. Les objectifs de vidéo, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pour avoir plus d'engagement, avoir plus d'abonnés, toucher plus de personnes, ou tout simplement aller vraiment dans sa niche, faire du bot-of funnel, et avoir des leads qualifiés? Et le rôle de l'éditeur, est-ce que l'éditeur, parce que l'éditeur, il y en a différents. Il y a ceux qui sont juste là pour exécuter, où vous leur donnez un maximum de ressources, où vous allez forcément payer moins cher, et juste exécuter, vous leur donnez le script, les b-rolls, les musiques, etc., etc. Ou alors, vous avez aussi les éditeurs, tout simplement, qui vous accompagnent et qui vont fournir ce script avec leur expérience. Alors forcément, si vous déléguez à l'étranger, c'est un petit peu plus dur. Si vous travaillez avec des Pakistanais, avec des Brésiliens, Amérique du Sud, etc., forcément, pour les scripts, bah, c'est plus facile de faire ça avec des Français. Le test encadré. Donc, en gros, quand vous faites un test, c'est super simple. Vous devez toujours donc avoir une structure claire, vous l'envoyez à tout le monde, faire des feedbacks détaillés. C'est très rare. Vous voyez de toute façon le talent d'une personne à partir de la première version d'un test, mais c'est impossible que la V1 soit parfaite. Surtout la première fois que vous allez collaborer avec, tout simplement. Moi, ça m'arrive jamais. Donc, faire des feedbacks détaillés. Et ensuite, obtenir du coup des commentaires constructifs, vraiment lui apporter tous les détails, tout ça. Et il faut savoir que pour lui, c'est une première. Donc c'est super important de faire des feedbacks détaillés. Plus le temps va passer, moins vous allez faire de V1, V2, V3, V4, V5. Mais voilà, pour le test, c'est totalement normal. Comprendre aussi pourquoi, par exemple, il met des mauvais b-rolls, le hook qui est pas assez bon, etc. C'est super important pour pas qu'il fasse ses erreurs, pas juste expliquer pourquoi, enfin pas juste expliquer ça c'est mauvais, mais lui expliquer pourquoi pour pas qu'il recommence dans le futur. Et donc, une fois le projet testé, c'est une fois que le projet est amélioré, avec les feedbacks tout simplement. Et en vrai, cette étape-là, elle est super cruciale parce que on remarque pas, mais en vrai, le premier projet test, si vous faites des réels dans la lignée de votre test, et ben en réalité, souvent, quand vous faites les bons feedbacks, dès la deuxième vidéo, et ben vous allez voir qu'il y a une nette amélioration. En tout cas, moi, mes équipes, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Souvent, pendant le premier test, il y a des choses qui vont pas, et on fait souvent des feedbacks, ils se souviennent, les éditeurs, de ces feedbacks, et donc ça fonctionne super bien, tout simplement. Donc le cycle de feedback quotidien. Moi, comment je fonctionne? Je fonctionne avec des ajustements en live, donc forcément dès que, comme je vous ai montré dans mon Airtable, l'éditeur vient me mettre dedans, je regarde la vidéo, hop, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Est-ce que tu penses que tu pourrais rajouter ça? C'est toujours vous le pro, jamais l'éditeur. Faut le savoir, mis à part si vous prenez un accompagnement, mais c'est toujours vous le pro. Faire des reviews rapides, en réalité, surtout pour une vidéo de 30 secondes, 1 minute, faites-leur des reviews rapides, comme ça va très vite. Correction immédiate. Moi aussi, ce que j'aime bien faire, c'est dire quand c'est très bien, parce que c'est bien de faire des reviews ou des feedbacks quand il y a quelque chose qui va pas, mais quand ça va et que c'est bien, et ben faut le dire, comme ça au moins, ça, c'est du positif, et forcément, c'est très bien dans la relation avec votre éditeur. Retard et feedback, frein à la progression. Donc forcément, tout ce qu'on déteste en tant qu'infopreneur, c'est les retard sur les projets, retard sur la production, retard avec le client. Donc que ce soit de votre côté, on déteste ça quand l'éditeur le fait, mais aussi dans les feedbacks. Donc faites des feedbacks très rapides en moins de 24 heures, plutôt que faire des feedbacks en une semaine, et après vous vous étonnez pourquoi vous prenez du retard sur vos projets. Tout simplement. Ensuite, le suivi, donc là on a fait l'onboarding. Qu'est-ce qu'il faut préparer avant? L'onboarding des 7 premiers jours? Mais forcément, nous on veut du long terme. Un éditeur, on veut qu'il reste avec nous longtemps, à des prix abordables, et surtout avec une qualité qui est superbe. Donc le suivi pendant les 30 jours. Le but, c'est pas d'être derrière tout le temps la personne, c'est qu'il soit autonome. Sinon, ça va vous pomper du temps et ça va vous empêcher de passer du temps sur votre 80-20 à vous. Donc, établir un cadre, sachant que le cadre, vous l'établissez toujours au début et pendant les 7 premiers jours, mais ça va continuer après. Le cadre, il est vachement simple, c'est un réel par jour. Tu me déposes ça là, tu as tous les scripts, les b-rolls là, etc.
Fournir des repères. Fournir des repères, je trouve aussi, moi, en ce moment, par exemple, c'est les repères, tout simplement, c'est lui rappeler où c'est, mais aussi lui redonner des b-rolls, lui redonner du contenu, etc. Explorer des nouvelles avenues, toujours tenter des nouvelles choses avec ton éditeur. Si tu n'as pas des bons résultats au début, et ben ça se trouve, c'est pas de la faute de ton éditeur, c'est aussi de la faute de ton contenu. Et donc toujours regarder ce que le marché fait et ce qui pourrait fonctionner et en parler avec ton éditeur. Souvent ton éditeur il a des bonnes réflexions et des bons avis par rapport à ça, vu que souvent il est avec plusieurs clients. Et donc c'est super important. Et atteindre l'autonomie. L'objectif c'est toujours ça, c'est de pouvoir déposer tout dans un drive et que ton edit soit fait et que tu n'aies pas besoin de faire de feedback. Ça c'est le rêve de tout le monde. Donc le cycle d'amélioration hebdomadaire de la vidéo. Bien sûr, analyser chaque vidéo avant de les poster, pour voir ce qui est bien. Gérer le temps de production. Aussi, ça c'est très important. Plus vous allez donner des process clairs et nets, plus le temps de production va être rapide, moins vous allez payer cher votre éditeur, ou alors plus vous allez pouvoir le mettre sur différents projets. Comme je vous ai dit, si votre business c'est tout simplement de faire des shorts pour des ads, pour des agences, pour des infopreneurs, etc. Et ben c'est vrai, le temps de production est super important. Imaginez, vous avez un bon process, ça vous fait passer de 10 réels à 20 réels par jour. Et bah c'est top, tout simplement. Ou alors, peut-être c'est abusé 20 réels, mais de 5 réels à 10 réels par jour, voilà. Améliorer le storytelling. Le storytelling, c'est ce qui est le plus important en ce moment avec la valeur, le facecam, l'humain. Le storytelling, c'est ce qui apporte la valeur dans votre edit. Et donc ça, c'est super important. Et fixer des objectifs de progression. Moi, je sais que j'ai des objectifs avec mon éditeur. C'est les leads. Combien de leads ça m'a rapporté, tout ça. Là, par exemple, mon éditeur, il est déjà rentable sur 3 mois. Donc ça, c'est top. Aussi, on peut voir ce qui marche bien avec les vues, tout simplement, avec les interactions. Et donc, pour ça, c'est top. Ensuite, le cycle du théorème du rythme, donc établir des deadlines fixes, ça augmente la productivité, ça évite le chaos et ça favorise la créativité. Je me répète, mais ce point-là, c'est le plus important. Motivation et reconnaissance par rapport au métier de l'éditeur, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le voient comme des simples exécutants, mais en réalité, derrière, ceux qui font des vidéos, c'est des humains. Donc, l'indicateur clé de l'impact pour les éditeurs. Comment on voit qu'ils ont un impact positif et un impact de performance qui est très haut dans votre boîte? Déjà, on le voit par rapport au retour client. Moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui m'ont dit c'est super pro tes vidéos, tu devrais améliorer ça, ça, ça. Et donc des feedbacks constants qui font qu'aujourd'hui mes vidéos elles font vachement pro, les gens aiment bien. Et ça me permet de rentrer dans la tête des gens, d'ajouter à ça du setting en plus, où j'envoie des vidéos YouTube, où j'ai mes process de setting. Et donc forcément, ça renvoie une image pro de notre service et c'est tout ce qu'aiment les prospects et vos futurs clients. La conversion, donc c'est ce que je viens de dire. Moi, par exemple, j'ai signé un client, ça m'a permis de rentabiliser sur 3 mois mon éditeur. Et donc, je suis vachement content de ça. Tout simplement, le client m'a dit Nathan, je t'ai vu sur Instagram et c'est comme ça que j'ai pensé à toi. Et c'est pour ça que j'ai pris un appel avec toi et que je veux déléguer mon recrutement. Et donc, bah, tu vois à combien ça convertit, combien ça sert. Et aussi le nombre de vues. Hein, on va pas se cacher, même s'il y a des vidéos, elles sont amenées à faire plus du bot-of funnel, du mid-of funnel. Et bah, les vues, c'est super important pour voir si une vidéo fonctionne, bien sûr. Ensuite, optimiser l'impact du contenu. Déjà, faut aujourd'hui les transitions elles soient fluides. Ça sert à rien de faire des mouvements ultra brusques, etc. Faut vraiment que ce soit du fluide, du smooth. Le hook amélioré, c'est ce qui fait rester votre audition forcément, vous le savez, sur votre vidéo. Si vous avez un hook nul, aujourd'hui les gens ils scrollent ultra rapidement. Si vous n'arrivez pas à retenir l'attention, et bah vous allez juste passer à la trappe et next, on va vous oublier. Et la rétention des informations, qu'est-ce que vous allez donner comme valeur dans votre contenu? Ce que je conseille, c'est souvent de faire de l'humain, de donner de la valeur juste en parlant, faisant du top of funnel, mais aussi de donner de la valeur dans votre contenu, quelque chose que vous donnez déjà dans vos vidéos YouTube, dans vos comptes LinkedIn, que vous vivez au quotidien. Pour les gens qui regardent vos contenus, ce n'est pas forcément logique. Pour vous, c'est logique parce que vous vivez, c'est votre taf, mais ce n'est pas forcément logique pour les autres. Et donc, tout simplement, de donner de la valeur aux personnes pour ensuite qu'ils soient nourris et que quand vous allez les faire du setting ou quand ils vont prendre des appels avec vous, ils remarquent directement que vous êtes des professionnels. Ensuite, fondation de la fidélisation. Donc déjà, toujours payer à l'heure ces éditeurs. Si vous voulez qu'ils restent avec vous, payez-les à l'heure, payez-les justement. Justement, c'est quoi? C'est tout simplement le prix que vous avez vu avec les personnes. Donc, assurer des paiements ponctuels pour maintenir la confiance, respecter les données, tenir les promesses et respecter les échéances. Que ce soit pour l'éditeur, tout simplement, mais aussi pour vous. Par exemple, moi, mon éditeur, il veut, Nathan, je veux que tu tournes 7 vidéos cette semaine. Comme ça, je peux m'avancer, on peut faire des feedbacks construits, tout ça. Et donc, c'est aussi une forme de respect pour lui, montrer que je respecte son boulot, de lui fournir les informations pour le début de semaine.
Et donc, le théorème de la confiance financière, établir la confiance grâce à la transparence et à la fiabilité. Moi, tout simplement, mon éditeur, il sait à combien il m'a prestation, combien il m'a fait rapporter et combien je le paye. Il n'y a aucun souci pour ça. Et surtout, parfois, je lui propose des upsells. En gros, il fait aussi mes intros de vidéos YouTube. Je vais pouvoir l'envoyer sur des clients. Bon, moi, j'ai un cas qui est particulier, j'ai une agence de recrutement. Du coup, mon éditeur à moi, je peux l'envoyer sur certains clients. Et donc voilà. Donc là, une collaboration créative réussite, c'est tout simplement que l'éditeur ait rempli son rôle d'éditeur, tout simplement éditer vos vidéos, mais surtout qu'il ait la direction créative, que vous lui apportiez au début, que vous lui montrez ce que vous voulez, et qu'ensuite ce soit lui vraiment le chef. Et donc ça fait vraiment un éditeur de fou. Si vous arrivez à garder quelqu'un comme ça dans votre boîte, vous avez tout gagné, et surtout à des prix qui sont très abordables. Vous pouvez trouver d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous montrent comment aller chercher un éditeur pas cher et qui est très très qualitatif. Fidélisation sur le long terme. Quelle est la progression de carrière? Comment il va se voir chez vous sur le long terme? Un éditeur junior dans le domaine de l'édition, c'est tout simplement quelqu'un... Vous voyez l'éditeur junior, il fait soit des vidéos Roblox, des vidéos sur les jeux vidéo, il travaille avec très peu d'infopreneurs. Bref, vous voyez clairement, un éditeur senior, c'est quelqu'un qui déjà va avoir quelque chose quand même de meilleur, de plus fluide, mais on voit qu'il y a des b-rolls qui vont pas, il y a des sous-titres qui vont pas, il y a des SFX qui sont mal mis. Les SFX, c'est les sound design, tout simplement. Et voilà. Et ensuite, un directeur créatif, en vrai, quand vous les formez sur le long terme, vos éditeurs, ils deviennent ça. C'est quelqu'un, à la limite, à la fin, il va vous dire quoi faire, comment tourner, etc. Par exemple, là, tout à l'heure, j'étais en train de tourner une vidéo dans la neige, et mon éditeur m'a demandé est-ce que c'est possible que j'y retourne pour faire d'autres b-rolls, parce que c'est mieux d'avoir des b-rolls du même lieu que le tournage, pour que ça fasse moins de contraste dans la vidéo. Et donc ça, tout simplement, c'est un directeur créatif, parce qu'il vous donne des tips à faire, et c'est des bons tips avec son expérience, et parce que du coup, il commence à connaître ce que vous faites, votre boulot. Fidélisation d'un talent. Forcément, comme j'ai dit au début de la vidéo, l'objectif, c'est de garder un talent le plus longtemps possible. Donc, talent insatisfait, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision future. Moi, dès que quelqu'un rentre dans mon entreprise, je lui explique comment il peut faire. Par exemple, un recruteur, là, je parle pas d'éditeur, je lui dis, il commence à recruter. Et ensuite, s'il se porte bien, il deviendra chef de recrutement, chargé de projet, et il regardera, et puis il pourra aussi faire la relation client. Vision claire, créer des opportunités de croissance. C'est ce que je viens de dire, tout simplement, pour un éditeur qui peut gérer aussi votre YouTube. Postez pour vous. Après, il faut faire attention dans quel pays il est, parce que parfois, pour l'algorithme, c'est pas très bon. Engagement accru, lui montrer que vous êtes présent et que lui aussi, il investit de l'énergie dans le travail. Et ensuite, tout ça, ça fidélise tout simplement un talent. Et ce qui fait que, en gros, un talent qui est fidélisé, c'est un talent qui est engagé et épanoui avec vous, et donc qui va tout donner. Et donc ça, c'est le plus important. Donc stratégie de motivation pour les équipes. Comment faire pour que votre équipe elle soit motivée à travailler? Moi, j'aime bien faire le système de primes, donc rémunération variable, structure de rémunération flexible pour encourager les performances. Bon, pour les éditeurs, souvent on fait un fixe, mais c'est possible aussi de mettre des primes, soit à la performance. Je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le clipping. Pour 1000 vues, c'est 1 euro par exemple. Ou tout simplement, si vous signez des contrats grâce à LFQI, vous lui donnez des primes. Moi, je sais que mes mini-makers, par exemple, s'ils travaillent très bien sur un mois, je donne des primes simples. Ça peut être des primes de 10-20 euros, mais en réalité, c'est comme si ils avaient fait une miniature en plus que je leur offre, tout simplement. Bonus de performance. Donc, est-ce que là, c'est sur YouTube, mais est-ce que sur Instagram, sur TikTok, vous avez, par exemple, vous voulez avoir les 10 000 abonnés, vous avez les 10 000 abonnés, vous lui donnez un bonus. Résultat par rapport aux ads, forcément, votre éditeur, il peut aussi faire vos UGC, vos ads. Donc, vous avez atteint un nombre de leads qualifiés comme ça, vous avez atteint un certain chiffre d'affaires dans le mois. Et mais en gros, système d'incentive, c'est le mécanisme pour récompenser les efforts et les résultats. Et donc ça, en fait, c'est super important parce que ça se permet aussi d'avoir l'engagement et que l'éditeur donne tout dans l'entreprise. De toute façon, on le sait, c'est quand même le mieux d'avoir soit à la prime, mais il y en a beaucoup qui refusent que à la prime parce que ils n'ont pas de stabilité derrière, rien n'est sûr, mais avoir prime plus fixe, c'est quand même le luxe parce qu'en gros, ça dépend de vos résultats. Et donc, si vos résultats sont bons, vous faites plus d'argent et vous pouvez payer mieux votre éditeur. Voilà. Cycle de l'équipe créative. Donc, construire une équipe. Donc, souvent, vous allez commencer par un éditeur ou plusieurs. Ensuite, favoriser la collaboration entre vos éditeurs. Super important. Atteindre la synergie, que vos éditeurs s'entendent bien avec tout le monde. Moi, ce que j'aime, c'est par exemple mes éditeurs, mes mini-makers, etc., qui travaillent ensemble sur différents projets. Ou alors mes recruteurs, c'est pareil, ils se donnent des tips ensemble, etc. Et donc ça, c'est super important parce que
Chacun a ses domaines, même si c'est niché dans le recrutement. Et donc, eh ben, ils peuvent s'entraider entre eux. Et ensuite, ça contribue au projet tout simplement. Ça va plus vite et surtout sans que toi, tu interviennes. Et donc ça, c'est le luxe. Les erreurs fatales à pas faire, donc c'est de pas, c'est les pertes de temps avec le manque de clarté et la valeur ajoutée limitée. Si vous limitez trop votre éditeur, si vous lui donnez un brief qui est flou, vous limitez trop votre éditeur, et ben ça lui enlève toute la créativité possible. Et donc forcément, lui, il va pas s'éclater. Moi, personnellement, mes équipes, j'aime bien leur donner juste, leur montrer juste quels résultats j'aimerais. Je leur donne des b-rolls, les sous-titres, je leur montre juste, je leur donne l'ADR et ensuite ils se débrouillent pour les musiques, tout. Je leur donne vraiment le libre choix de tout, les éléments à placer dans la vidéo, etc. Et souvent, ça rend très bien. Donc, il faut toujours pousser à la créativité et ça donne une meilleure énergie tout simplement dans la collaboration. Les retours tardifs submergent les participants et diminuent l'enthousiasme. Forcément, si vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous donnez un retour sur une vidéo de 30 secondes, 1 minute, 4 jours après, ça donne pas envie. Et donc, retard de paiement, paiement tardif des factures, perte de confiance, relations affectées, réputation endommagée. Il faut savoir qu'à partir du moment que vous le payez 1 mois après votre éditeur, ça va engranger une perte de confiance, la relation elle va être affectée avec votre éditeur, il va moins vous faire confiance, et la réputation, elle est endommagée, sachant qu'il faut savoir que c'est quand même mieux, c'est comme les clients, c'est quand même mieux que ça se passe bien avec votre éditeur, parce que même si c'est un monde qui est grand, l'éditeur il en existe énormément sur le marché, c'est vrai que pour la réputation, c'est quand même mieux d'avoir une bonne réputation, et que les gens qui travaillent avec vous soient dans un espace sain, parce que ça peut quand même rapidement se savoir. Donc, pour conclure, je dirais que le problème avec l'éditeur, c'est le départ pourrait être dû à des problèmes personnels ou ou professionnels avec l'éditeur. Et en fait, vous avez deux problèmes. Soit vous avez le problème de l'éditeur, souvent vous le testez et il est mauvais. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de potentiel, tout ça. Donc, c'est le niveau du gars qui n'est pas encore au niveau que vous attendez. Ou alors, vous avez votre problème dans le système, votre système à vous, où il dépose les fichiers, où il va chercher le plus clair possible. C'est l'objectif, faire le plus simple possible. Standardiser un maximum. Voilà. Et recruter un éditeur vidéo est relativement facile avec de nombreux candidats disponibles. C'est extrêmement vrai. Si vous cherchez sur les bonnes plateformes, j'ai fait une vidéo sur les tier lists des meilleures plateformes pour aller chercher. Allez regarder. Et franchement, il y a des plateformes où vous pouvez accumuler par jour facilement 100 candidatures de recruteurs si vous avez une bonne offre. Et voilà, et construire un environnement où l'éditeur peut performer est difficile, nécessitant une attention particulière aux ressources et au soutien. C'est pas facile de faire ça, mais même si vous y consacrez au début 5 heures, ça vous servira forcément pour toutes vos futures collaborations. Et donc, comment recruter et fidéliser un éditeur vidéo? Et ben, vous allez faire du recrutement de masse, c'est tout le temps ce que je dis, vous allez faire un form, recruter en masse, et vous allez tomber sur une bonne personne. Aujourd'hui, c'est une excuse de dire comme quoi on ne peut pas travailler des Français avec tout l'IA qui existe, les outils qui existent de traduction. Tout le monde peut travailler avec des Français et pas faire de fautes d'orthographe, surtout si vous fournissez le script. Donc ça, c'est une excuse. Si une personne ne veut pas, vous faites next. Si la personne ne veut pas faire un test gratuit, vous faites next. Il y en a énormément qui veulent faire des tests gratuits. Après, il ne faut pas abuser sur le test. Et voilà, et avoir directement un environnement qu'ils ont envie. Et donc, voilà, clôture forte pour une équipe créative. C'est important d'avoir une équipe créative qui reste longtemps en place avec vous. Ça va pousser à avoir un meilleur environnement de travail, avoir une meilleure performance sur le long terme. Moi, mon éditeur, je sais depuis super longtemps, je suis très content du travail. Et au début, c'était pas forcément ça, mais sur le long terme, c'est top. Et éviter des rotations permanentes, c'est terrible de devoir tout le temps recruter, tout le temps changer d'équipe. C'est l'éphémère et la pire chose dans l'humain, devoir tout le temps, parce qu'on recommence tout le temps, même si vous avez des bons SOP, tout ça, vous perdez un temps fou. Et donc, on veut tous que les personnes restent un maximum de temps avec vous. Voilà, c'était Nathan de Alchimie. Si tu ne sais pas comment faire pour bien recruter, ce n'est pas un souci. Tu peux prendre un appel avec moi dans la description. Ensemble, on va voir comment faire pour structurer ton équipe. Tout simplement que ce soit des monteurs, des media makers, des graphic designers, des designers UX UI. Peu importe, je vais te montrer comment toi, tu vas recruter, comment moi, je peux faire aussi pour déléguer ton recrutement et t'apporter les meilleures pépites.